Philippe Poutou, d'ouvrier révolutionnaire à libraire insoumis. On voulait parler un petit peu de Poutou parce qu'il s'est reconverti en rachetant une librairie, je crois, avec sa femme. Librairie qui tient, une librairie un peu militante sur Bordeaux, et il a dit qu'il arrêtait la politique. Alors je crois qu'il a toujours des missions un petit peu, enfin avec la mairie, je sais plus ce qui est pas, comment ça s'appelle, conseiller municipal ou un truc comme ça, enfin voilà. Mais en tout cas, au niveau national, il freine un petit peu. Et moi, il y a un truc qui m'a étonné et qui m'a donné envie de faire cette capsule, c'est que j'arrête pas de voir Poutou soutenir la France Insoumise. Tout le temps. J'arrête pas de voir dans mon fil Twitter, alors j'ai pas tout retenu, malheureusement j'aurais dû les noter, mais il est invité par-ci, par-là, il soutient telle candidature insoumise, et puis là il est à telle réunion insoumise. Moi, ça ne me gêne pas, mais j'ose quand même en matérialiste questionner le fait que, en même temps qu'il devienne petit patron, il se droitise, parce que quand même la France Insoumise, historiquement, c'est quand même à droite du NPA. Alors ça dépend sur quoi, on va voir que aujourd'hui le NPA... Ça dépend de quel NPA tu parles. Ça dépend de quel NPA tu parles. Aujourd'hui, le NPA de la ligne Poutou, malheureusement, il a des positions qui sont parfois à droite de la France Insoumise, notamment en géopolitique. Enfin, la question du NPA et de la géopolitique, historiquement, le NPA a souvent été une boussole qu'indique le Sud. Ils ont soutenu l'intervention en Libye, je crois. Ouais, ils ont soutenu l'intervention en Libye. Ils étaient quand même souvent dans les mêmes plans que la CIA, ce qui est malheureusement, je pense pas parce qu'ils sont infiltrés par la CIA, mais parce qu'ils cèdent à la pression un petit peu impérialiste, qui dit voilà, il faut amener la démocratie je sais pas où, et puis lui c'est un méchant dictateur. Alors oui, Kadhafi, on n'est pas fan, mais l'intervention en Libye était évidemment quelque chose contre lequel il fallait lutter, tout comme le démantèlement de tout pays, la balkanisation du Moyen-Orient, tout ça, on lutte contre, même si parfois il y a des gars dont on n'est pas fan au pouvoir. Je pense à Bachar el-Assad, je pense à même Saddam Hussein ou n'importe qui en fait. Mais c'est toujours avec précaution qu'il faut se positionner quand on fait partie d'un État impérialiste qui soutient des coups d'État dans ces pays-là, je pense. Et malheureusement, le NPA, historiquement, a été catastrophique là-dessus. Bref, on va pouvoir parler de tout ça avec Chris aujourd'hui. Chris, comment ça va ? Ça va pas mal. Ce que tu as annoncé quand même, on va quand même être des marxistes un peu rabougris, je pense, hein, parce que du coup là, il n'y a pas besoin de trop de dialectique pour expliquer. Tiens, c'est bizarre, le rapport social change, donc les idéaux changent. Voilà, c'est assez drôle. Alors peut-être qu'on va nous dire, mais non, mais l'important c'est son agentivité. Peu importe quel métier il fait, s'il exploite des gens ou pas, l'important c'est qu'il ait des idées de gauche, ouais, si on veut. Ce qui fait que, comment il s'appelait, Pierre Berger pouvait passer pour un patron de gauche, voilà, et qui nous expliquait, voilà, que louer son ventre, c'est comme aller dans les usines. Bah oui, Pierre, effectivement, toute ta fortune vient de gens, d'ouvriers qui se lèvent tôt pour que tu les exploites. Donc, mais ça pas grave, il avait des idées de gauche, voilà. Donc, on va regarder ça. Mais ça va nous permettre justement de rappeler ça, que vos structures mentales et vos possibilités d'adhérer à telle ou telle idéologie se referment ou s'ouvrent en fonction de votre rapport social. Et puis de parler des libraires, ma petite spécialité. Ouais, parce qu'au fond, toi, ton problème principal, parce que toi, t'es un peu un insoumis, c'est pas qu'ils soutiennent la France Insoumise, c'est qu'ils soient libraires, en fait. C'est clairement le plus problématique dans le truc. Alors, on va voir que les insoumis, des fois, je suis pas tout le temps d'accord avec eux. Mais là, on va voir que c'est ça. C'est pour ça que notre duo, là, va bien marcher. Bon, on va mater du coup. Bon, là, c'est juste pour la preuve qui soutient là, une candidature insoumise, mais c'était quand même souvent le cas. Et puis, on se rappelle que le NPA est rentré dans le NFP. Voilà, et que ça a été une décision qui a été critiquée, notamment par le NPA, ce qu'on appelle le NPA révolutionnaire aujourd'hui, l'ancien NPAC, par Révolution Permanente et par d'autres groupes plus radicaux, on va dire, sur cette question. Ouais. On va pouvoir y revenir d'ailleurs, parce que nous, c'est une question sur laquelle on n'est pas du tout fermé, évidemment. On soutient assez souvent la France Insoumise, donc du coup, on a une position aussi qui est pas forcément en accord avec Poutou, mais pas forcément en accord avec Révolution Permanente ou le NPAC sur la question. Là, juste pour vous prouver le no-fake. Salut à tous et tous. Un petit message de soutien à une candidature prochaine. Je crois que c'est en septembre, donc des élections partielles législatives. Donc c'est pour soutenir la candidate Marta Pessina, candidate de la France Insoumise, dans l'idée de dégager un ou une députée macronienne, mais aussi d'empêcher à ce que le RN prenne une place. Et à la fois le soutien
à une candidature de gauche radicale et en même temps avec cette idée de pouvoir se faire plaisir si on peut empêcher à ce que les forces réactionnaires gardent un poste. Voilà. Donc soutien, il va y avoir une campagne, la date n'est pas connue exacte, je crois, mais voilà. Et donc ça paraît logique qu'on se retrouve dans ces dynamiques en essayant d'être le plus présent possible, tout en n'ayant pas trop l'illusion non plus que tout va se passer par là, parce qu'on espère bien qu'il va y avoir des luttes sociales, y compris en septembre ou dès septembre, dès la rentrée. On espère que tout sera chaud et qu'on sera en capacité de se défendre. Voilà. En attendant, soutien à Marta Pessina et à la France Insoumise dans cette élection-là. Donc voilà, il y a ça, mais il n'y a pas que ça, je vous dis, il est invité assez régulièrement. Je l'ai vu invité, je crois, dans les locaux de Die Linke par la France Insoumise berlinoise, je crois. Et ces derniers temps, je l'ai vu plus s'afficher avec la France Insoumise qu'avec l'UNPR, même, ce qui était quand même assez étonnant venant de Philippe Poutou. Est-ce qu'on se regarde juste un coup de présentation de sa librairie avant de réagir? Ouais, alors juste là, moi, c'est un truc qui est intéressant, c'est que, tu vois, il fait son petit truc, alors je sais pas dans quelle mesure les insoumis le poussent à le faire, etc. Tu sais, il y a une espèce de subconscient qui revient et qui dit oui, quand même, tout va pas se passer par là, les élections, tout ça, on espère qu'il y a des mouvements sociaux. Tu vois, il y a une espèce de truc, un espèce de reliquat de son passé révolutionnaire qui revient. Il se rend compte qu'il fait un truc électoral. Alors, nous, on n'a pas cette critique-là, tu vois, et on essaye d'allier les deux, donc finalement, on va se rejoindre. Mais c'est vrai que tu te dis, c'est quand même beaucoup d'énergie pour pas grand-chose, parce que cette candidature-là, elle est quand même pas très, très fondamentale. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça donne aussi une idée d'électorat insoumis pour qui Poutou, ça compte. Ouais. Et il y a une espèce de relation d'amour Poutou-FI. Moi, c'est ma théorie. Poutou a permis à Mélenchon d'être CEO en 2017, quand il y a eu ce fameux débat avec tous les candidats et que Poutou est rentré dans la tête de Fillon. Il y a beaucoup de noms qui sont donnés, mais c'est vos propositions. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. Oh non, voilà. Bon. Pas du tout. Donc la question, c'est déjà parler de ça, de la situation. Donc Dassault, je disais, donc je reprends. Il fait pas de prison parce que le monsieur est un peu trop vieux. Clause humanitaire, tant mieux. À côté de ça, on a Balkany, c'est toute une œuvre. Là, le père, le fils, tout le monde triche, tout ça. Voilà. Donc on est dans ce contexte-là. Et là, depuis janvier, alors là, c'est le régal. Une campagne super. Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Et à côté de ça, donc, en plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques, donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Là, après, vous pourrez parler. Non, monsieur Fillon, vous pourrez parler après. Pas comme ça. Oui, d'accord. Oui. Ah, merci. Donc bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Ensuite, il y a aussi Le Pen, à côté. Alors, elle va peut-être réagir aussi. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Je pense que les insoumis et les pro-Mélenchon savent que ça les a aidés. Et aujourd'hui, il y a une espèce d'affection pour Poutou. Et donc, quand Poutou les soutient, ça leur fait du bien. Mais c'est vrai qu'on voit que là, il est vraiment entre les deux et on sait pas trop quelle ligne il tient, quoi. Ouais. Bon, on va passer à la présentation de sa librairie avant de pouvoir vraiment parler de tout ça. Tout le monde en parle. Philippe Poutou ouvre une librairie avec sa compagne Béa. Ici, nous sommes sur la rue du Maréchal Joffre, à Bordeaux, bien sûr. Philippe, je sais que tu es un lecteur assidu de très longue date, mais ce pas de côté, qu'est-ce qu'il explique vraiment? C'est trop bien, maintenant je suis foutu avec des petites lunettes en mode citadin bobo. C'est ça. J'ai pris un livre de La Fabrique, pouvez-vous me le dédicacer? Ça me fait rire. Comment expliquer ça? Enfin, c'est une grosse opportunité en fait, c'était pas du tout prévu. On voit la librairie de gauche, tu vois, avec étagère en pain, sans ostentation, etc. Ouais. Tu vois, sans voilà, étagère en pain. Elle est belle la librairie en vrai. Ouais, t'as Hitler, mais elle est belle. Bah ouais, bah moi c'est ce que je fais chez moi, tu sais, je suis quasi en pain comme ça, voilà. 40 € le mètre carré chez Leroy Merlin, c'est du pain, c'est du 18, ça c'est pas très cher. Vraiment un rêve, ouais, on savait que c'était irréalisable, et là on a eu une opportunité, et Isabelle, donc une sympathique libraire, l'ancienne libraire d'ici, des 400 coups, partait à la retraite, et nous, derrière on s'était retrouvés ce jour-là, il y avait une rencontre sur la Kanaki, il y avait deux auteurs qui racontaient... Vive la Kanaki, les luttes et les révoltes kanak, et c'est ce jour-là qu'on découvre la librairie, et c'est ce jour-là qu'on apprend que Isabelle la libraire part à la retraite en avril, et là ça a été un truc qui allait très vite.
une opportunité, et puis moi, comme j'étais au chemin... C'est trop drôle comment il parle comme un investisseur. Il y a eu une opportunité, en fin de soirée, on a commencé, voilà, on s'est tout de suite mis d'accord, on avait la même vision des choses. Un effet de marché, je me suis totalement relancé à corps dans le projet en tant que business angel de cette belle librairie. Il fallait bien à un moment donné que j'occupe mes journées avec un vrai boulot, et ben voilà, c'est parti comme ça. Donc ça fait 4 mois qu'on y réfléchit, et puis là, ça y est, ça ouvre aujourd'hui. Ça ouvre aujourd'hui, donc ce vendredi 2 mai, ici à Bordeaux, c'est de l'oxygène. De l'oxygène que nous apporte Philippe et Béa, de la littérature, de la vraie littérature, quelque chose qui nous ouvre les esprits. Donc bon vent vraiment à la librairie des 400 coups à Bordeaux, à Philippe et à Béa, qui renouvelle aussi notre façon de lire, de voir, d'engager la discussion. Donc voilà, rendez-vous ici, librairie des 400 coups. Voilà. En vrai, je suis vraiment entre deux. Parce que là, tu vois qu'il est content, tu vois que c'est quand même un type... Bon, il a eu toutes ses prérogatives présidentielles et tout, mais quand t'es au NPA, les gens pensent toujours que tu sais, t'es un bureaucrate, tu vas être payé de fou et tout. C'est pas vrai dans ces parties-là. La réalité, c'est que c'est des mecs qui bossent. Je sais pas s'il a eu des temps syndicaux, des trucs comme ça, peut-être, tu vois, mais genre, c'est des gars qui bossent, qui en plus de ça donnent leur temps tous les week-ends pour faire des réunions partout en France et tout. Donc c'est vraiment le parcours militant de Philippe Poutou, il est louable. Mais tu sais, ça sonne comme un glas de fin de personne qui n'a pas réussi collectivement à faire quelque chose et qui du coup fuit le prolétariat personnellement. Ce qui, encore une fois, on peut pas lui reprocher parce que t'as un métier qui est dur, lui t'es ouvrier automobile et tout, t'es toujours en train de te battre dans les luttes et tout, et là je sais pas quel âge il a, genre il a 58, 60 ans et tout, tu te dis je vais me mettre pépouze avec une petite librairie, j'ai une notoriété, les gens vont passer me voir, les gens en plus quand ils viennent le voir je pense qu'ils sont super contents de le voir, donc ils sont super cool et tout, vraiment c'est quelque chose qui est hyper agréable pour lui et je le comprends tout à fait. Mais d'un autre côté, l'image que ça renvoie pour la lutte, moi je la trouve vraiment mauvaise, tu vois. Tu sais, c'est comme si moi demain je vous disais maintenant je suis médecin, j'arrête de militer, je fais mes trucs dans mon coin et puis de toute façon on peut pas changer le monde, démerdez-vous, tu vois. Évidemment, personnellement, peut-être que moi ce serait plus simple de faire ça, peut-être que ma famille elle serait contente, je mettrais pas de temps, pas d'argent dans le militantisme, rien et tout, et puis je ferais mes trucs dans mon coin. Mais ça sonnerait comme un abandon, tu vois. Et là, moi, je le vois un peu comme ça et je trouve ça un peu triste. Et je suis sûr qu'il y pense aussi, tu vois, que c'est quelque chose qui est pas facile non plus quand t'as vécu des campagnes présidentielles, t'as vécu des luttes. Même, tu sais, des fois, c'est chiant les luttes internes dans les partis, dans les congrès, tout est pas d'accord et tout, mais t'aimes ça aussi, tu vois. Il a été un syndicaliste chez Continental qui s'est battu et tout, tu vois. Ouais, voilà, tu t'es battu et puis à la fin, t'es là. T'as des gars qui viennent acheter des livres dans une librairie, c'est aussi pour te parler, c'est aussi des livres qui sont aussi des objets. Je veux pas critiquer ça, mais souvent en fait quand on va dans un, je pense qu'il y a la moitié des gens, si tu veux, qui achètent des trucs qu'ils les lisent pas et qui ont l'objet du livre, de lutte, de machin, mais en fait qui luttent pas, tu vois. Et c'est un peu dommage aussi, tu vois. Je préfère parler parfois à des gens, tu sais, qui sont radicaux, et les gilets jaunes étaient là-dedans, tu sais, qui sont radicaux, qui vont pas forcément a priori aller dans une librairie de bobo acheter le dernier livre sur je sais pas trop quoi, mais qui au final sont beaucoup plus révolutionnaires, tu vois, que de parler à des étudiants qui ont acheté 30 000 bouquins, dont la moitié ils ont pas lu, la moitié ils ont pas compris, et puis ils sont contents d'être dans une librairie un petit peu, parce que c'est leur manière de participer à la lutte, de mettre de l'argent pour le donner à Philippe Poutou, tu vois. Je suis dur, encore une fois, je sais que dans les commentaires ça va fuser, les gens vont rager de fou, mais sincèrement je trouve ça un peu triste. Je trouve ça tragique, tu vois. Plus que tragique. Triste, comment dire. Moi, je suis content pour lui. Encore une fois, individuellement, voilà. Respect. Mais tu vois, on a dit dans une autre capsule que justement, c'est là où on voyait la réalité dialectique et ontologique du monde. Il n'y a, à l'échelle ontologique, matérielle, un peu vulgaire, voilà, que des individus et leurs pratiques et leurs coopérations, etc. Le monde ne tient pas par l'addition de toutes les activités. Il tient par l'hégémonie d'une certaine activité sur une autre. Tu vois, le monde capitaliste il tient justement parce que l'hégémonie du rapport de production, c'est le rapport bourgeois-prolétaire. Il y a des petits bourgeois là, comme Poutou, on va en parler, mais ils sont marginaux, enfin secondaires, tertiaires, voilà, limités, voilà. Pour les gens qui savent pas ce que c'est, parce que je sais qu'ils vont dire ils disent que Poutou c'est un petit bourgeois. Petit bourgeois, ça veut dire par exemple t'as une petite boutique, tu vis de ton capital. Factuellement, il est devenu petit bourgeois en achetant une librairie. C'est pas mal, c'est pas bien, c'est pas quelque chose pour dire que c'est mieux ou moins bien ou je sais pas trop quoi, mais c'est une position sociale qui fait que du coup tu doubles les impôts sur les sociétés. Il va pas être très content, même si peut-être que lui il se dira oui.
parce que c'est quelqu'un de très politisé, peut-être qu'il se dira c'est bien, tu vois, parce que c'est Philippe Poutou. Mais au fin fond de lui, ça va être compliqué pour vivre. Ça va l'emmerder. Parce qu'il a des rapports sociaux et de production qui sont ceux d'un petit bourgeois. C'est juste ça qu'on dit. Exactement. Donc, il fait vivre son propre capital. Quand vous êtes grand bourgeois, vous faites vivre votre propre capital par l'exploitation. Quand vous êtes petit bourgeois, vous faites vivre votre propre capital souvent par votre travail. Et quand vous êtes prolétaire, vous faites juste vivre vous-même, pas de capital, par votre travail. Mais donc voilà, ce rapport social marginal est une fausse émancipation en fait. Une fausse émancipation de la classe ouvrière, comme tu dis, qui est tragique parce que lui il s'est battu et on aurait préféré que la classe ouvrière conquiert un peu plus. Et puis maintenant qu'il a vécu, et là-dessus on peut pas lui reprocher, il s'est battu tout ce qu'il peut. Moi je comprends qu'il ait pas envie de revenir à son âge, à sa place. Il y a 99 chances sur 100 que je fasse la même chose, tu vois, prendre le chèque et puis se barrer et tout. Mais il y a un côté tragique parce que tu te dis, bah oui en fait, tout ce projet de lutte qui dégénère dans une fausse émancipation individuelle de la petite boutique personnelle, tu vois. Et ben ça montre aussi les échecs d'une génération de lutte, de syndicalistes, de militants politiques à imposer justement un nouvel ordre sur l'ordre capitaliste. Que tu l'as dit tout à l'heure. Moi, je pourrais aussi, on parlait d'opportunités. Moi, je suis dans une situation aujourd'hui bien meilleure que quand j'ai commencé après l'école à travailler et tout. Je pourrais effectivement tu parles comme si tu avais travaillé à 12 ans après l'école primaire. Ouais, après l'école, ouais, c'est vrai. Il n'a pas fait la 6e, Chris, il est allé directement dans la mine, en fait. Illégal, ouais. Donc, non, mais après le bac, quoi, tu vois ce que je veux dire, tu viens, t'es ouvrier, machin. Et puis après, il y en a qui évoluent, il y en a qui évoluent pas. Mais toi, tu me dis, je pourrais avoir, allez, j'arrête, c'est chiant le salariat, c'est chiant le monde syndical, de se battre, etc. J'ouvre mon petit truc, pépouze, j'ai un peu d'argent de côté, je fais ça. Tu vois? Mais en fait, l'entreprise lesaingraphique.com avec des t-shirts. Voilà, exactement, je fais consultant, voilà. Mais et en plus, des opportunités, t'en as comme ça quand tu commences à avoir de l'expérience dans le monde du salariat, et puis surtout dans certains secteurs. Mais en fait, des fois, je me dis, ce serait pas mal. Et puis, il y a un autre moi qui s'y refuse, quoi. Qui se dit, mais en fait, déjà, moi, je vois mon évolution intellectuelle entre peut-être quand t'es vraiment ouvrier, puis quand t'es des classes intermédiaires. Et puis, en plus, là, je dis, si je vais là-dedans, mais comment je vais équilibrer ça avec la lutte, avec le salariat généralisé, tu vois? Et c'est là où on disait tout à l'heure, je reviens à ce que je disais, la réalité sociale et historique, ce n'est pas simplement l'addition des réalités empiriques et ontologiques, c'est des sujets collectifs plus ou moins principaux. Et là, on se rend bien compte que, en fait, ce qu'on accepte pour Poutou, pour plein de raisons biographiques de Poutou, en fait, on se rend compte que ce n'est pas possible à l'échelle collective. Moi, je vous le dis, demain, Anas Kazib arrête d'être à Révolution Permanente et ouvre une librairie. Alors, il y en a qui applaudiront, qui diront oui, voilà, un jeune gars issu des quartiers, racisé, il a réussi et tout. Et moi, je verrais ça comme une défaite. Et je pense qu'Anas, il verrait ça comme une défaite. Si demain, il ouvre une librairie plutôt que d'être cheminot syndicaliste, je verrais ça comme une défaite du mouvement ouvrier. Après, vous faites ce que vous voulez, mais alors, pour ça, j'en veux, puis je ne l'en voudrais pas à lui, ni à Poutou, ni à qui que ce soit. Je suis personne pour en vouloir à ces gens-là, individuellement, mais sincèrement, c'est une défaite. C'est ça, parce que tu te places du point de vue de l'histoire et du point de vue du sujet collectif, qui est le point de vue qui agit sur le monde. Et c'est ça le paradoxe. Il n'y a de réalité matérielle et empirique que les individus. Mais la réalité sociale, c'est les sujets collectifs et leurs projets. Et le projet qu'on porte en tant que communiste, c'est le projet de l'émancipation, non pas des salariés, mais l'émancipation du salariat. C'est pas la même chose. L'émancipation des salariés, elle peut se faire par 1000 façons. L'ascension sociale, le fait de changer de rapport social, là, comme ils viennent de le faire pour tout, etc. Ça, c'est de l'émancipation individuelle. Mais c'est un échec de l'émancipation du salariat qui, lui, doit mener sa lutte collectivement. Et si demain, et c'est là qu'il faut penser justement, ok, Poutou fait ça, vous savez que c'est pas grave, c'est tolérable. Pourquoi? Parce que c'est marginal. Mais si demain, tous les salariés vont fabriquer des petites boutiques, bon, je vous le dis, le monde ne tiendra pas, mais voilà, c'est pour ça qu'en plus, c'est aussi... Quand je dis c'est un ersatz d'émancipation, c'est en plus que ce n'est pas atteignable pour tout le monde. Tu vois, tout le monde ne peut pas avoir sa librairie pour pouvoir s'émanciper. Donc c'est aussi une fausse possibilité et c'est aussi un faux espoir. Voilà. Mais si imaginons tout le monde fait ça, bon bah voilà, on revient au monde de la marché de la petite boutique. Voilà, un monde imaginaire qui n'existe pas, qui n'existe même que dans la tête des libéraux. Donc ouais, c'est tragique parce que on est obligé d'être ambivalent, de se dire que le bonheur d'un camarade est l'échec du mouvement ouvrier
Et ouais, c'est triste, quoi. On préférait que le bonheur d'un camarade soit la réussite du mouvement ouvrier, ou même que le malheur d'un camarade soit l'échec du mouvement ouvrier. Les deux sont adéquats. Là, on est tragique parce qu'on voit ça, etc. Bon, en plus... Et puis, moi, juste, ça donne l'impression d'être à contre-temps. Après, peut-être... Tu veux dire avec Paletta et Kouvelakis d'être à contre-temps de l'histoire, dans le sens où ça a peut-être du sens dans sa biographie. Peut-être qu'il en a marre, peut-être qu'il est fatigué, j'en sais rien. Ça fait des années, lui, qui lutte. Donc, individuellement, ça fait peut-être sens. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, et on en parle tout le temps sur cette chaîne, c'est la question de la radicalisation de ce qui a été produit par la France Insoumise, mais dont on voit aujourd'hui qu'elle va devoir évoluer. Et nous, c'est pour ça qu'on fait de la pub et qu'on prône aussi un parti sur la gauche de la France Insoumise, communiste, clairement communiste, pour la tirer sur la gauche, parce qu'on pense déjà que électoralement ça profitera à la France Insoumise, ça je pense que c'est assez sûr. Deuxièmement, qu'il faut préparer aussi la possibilité qu'en 2027 ou qu'en 2032, la France Insoumise après Mélenchon, ce soit compliqué, qu'il y en ait certains qui essaient de reprendre un truc un peu bureaucratique sur la droite dans la France Insoumise, un peu comme a fait l'après, qu'il y en a peut-être qui seront à gauche. Enfin voilà, c'est possible que ce soit compliqué après Mélenchon, étant donné que le parti est structuré autour de Mélenchon. Et nous, en tant que communistes, on pense qu'il y a un temps aujourd'hui pour la radicalité, dans la période où il y a eu les Gilets jaunes, il y a eu les manifs retraites, il y a eu les dites émeutes post-Naël, il y a eu le mouvement pour la Palestine. On pense vraiment qu'aujourd'hui, le mouvement social est mûr pour une reconstruction communiste. Et c'est pour ça qu'on met en avant à la fois l'Union pour la reconstruction communiste, l'URC, qu'on met en avant aussi Révolution permanente, qu'on met en avant différents partis comme ça, dont on pense qu'ils sont des germes de radicalité et d'organisation communiste pour permettre la lutte de la manière la plus efficace possible. Là, il fait l'inverse, c'est-à-dire que alors que la France Insoumise arrive peut-être à la fin d'un cycle populiste, après 10 ans de candidature, avec un Mélenchon vieillissant. Encore une fois, moi, Mélenchon, je lui souhaite, s'il ne réussit pas en 2027, d'aller en 2032, c'est pas le souci, mais de toute façon, il ne sera pas éternel, et pour l'instant, je ne sais pas si la France Insoumise est structurée de telle manière qu'elle survivrait au fait que Mélenchon ne soit plus leur candidat. C'est possible qu'il y ait une guerre des cadres si Mélenchon n'est plus leur candidat. Et puis, dans tous les cas, comme on le dit souvent, leur programme n'est pas assez à gauche sur plein de points. Il est plus à gauche que le NPA sur la géopolitique, mais il n'est pas forcément... on rigole avec ça avec Chris, parce que le NPA arrête pas de dire qu'il faut envoyer des armes comme ça en Ukraine. Ça nous paraît un petit peu lunaire pour un parti communiste. Le A fait atlantiste, hein, du coup. Mais... le NPA, c'est le NPA atlantiste. Ouais. Bref, et donc du coup, on pense que aujourd'hui, le temps est à penser une radicalité nouvelle, notamment sur la question du travail, sur la question du colonialisme aussi, où la France Insoumise, malgré des avancées, reste sur un truc, la France, sur tous les continents, blabla, enfin, est pas assez radicale sur ces plans-là. Et donc que la figure, parce que c'est vraiment la figure de l'extrême gauche en France, Philippe Poutou, rejoignent le pas et disent « Ah bah non, en fait, moi j'invite à voter France Insoumise et je suis devenu livraire », moi je trouve ça catastrophique. Je trouve que c'est à contre-temps de l'histoire. Ça montre aussi peut-être ce qu'a été des syndicalistes qui sont nés dans une période extrêmement compliquée, qui étaient blancs aussi, qui étaient dans des organisations qui étaient plus blanches. Faut avouer que tu prends les deux organisations dont on parle, tu prends l'URC et tu prends Révolution permanente, les organisations, elles sont beaucoup plus jeunes et beaucoup moins blanches que ne l'a été le NPA, par exemple, ou Lutte ouvrière. Et bien, je pense que tout ça, c'est des mutations logiques, parce que le prolétariat, aujourd'hui, c'est aussi des travailleurs sans papier, c'est aussi féminisé. Même si le NPA, on peut leur... Oui, ils ont présenté... Voilà, non, mais ils ont tenté justement de sortir de ça. Mais ça restait quand même des partis qui étaient relativement blancs. Hein. Issus de la LCR, de la gauche, enfin voilà, c'est vraiment une tradition trotskiste qui était vraiment issue des années 60, 70. Donc oui, ils avaient tous ces problèmes-là. Ils ont tenté un truc. Et d'ailleurs, ça a été un peu fourre-tout. On n'a jamais trop compris quelles lignes ils avaient. C'est pour ça qu'ils explosent en plein de lignes. Les gens se disent, tiens, il y a 3 NPA. Mais en fait, il y a toujours eu plein de NPA depuis toujours. C'est juste que c'était pas visible, quoi. Voilà. Donc ça a toujours été un peu l'alliance de la carpe, du lapin, du chèvre et de chou. Et ça n'a jamais marché. D'ailleurs, on voit même les mecs, ils ont encore le nom de nouveau parti anticapitaliste alors que ça fait presque 20 ans qu'ils sont installés. Enfin, je veux dire, le niveau, comme tu parlais, de désynchronisation, il est clair sur ce parti qui est bon qu'à disparaître. Hein, et RP est une scission du NPA. Ils ont raison de mener leur vie tout seuls. Et je comprends qu'effectivement... Ça va pas perdre dans les coms, ce que tu dis. Franchement, et moi je dis la moïsation du NPA, très clair. Choisissez entre... Moi ça me va, hein. Choisissez entre RP et l'aile gauche de l'AFI. Là, en vrai, c'est tout ce qu'on dit. Si vous êtes électoraliste, réformiste, allez à l'AFI.
Voilà. Si vous êtes révolutionnaire, que vous êtes trotskiste, allez à RP. Si vous êtes révolutionnaire, que vous n'êtes pas trotskiste, allez à l'URC. Et puis basta, en fait, c'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir 1000 partis en France, tu vois. Et si vous voulez pas d'enfants, allez à Lutte ouvrière. Mais tu vois, là, on est dans la moïsation du NPA. Moi, j'ai bien connu parce que moi, je suis proche du PG, mais la fondation, c'était la même année. Il y a même eu une bisbille pour ceux qui savent de pas faire le congrès le même jour, le congrès de fondation le même jour entre les deux partis qui se créaient à gauche. Mais c'est un parti, oui, qui est un parti, on va dire, de la période pré-moïsation et qui tend à devoir éclater et qui est en train d'éclater. Et effectivement, il y a, à mon sens, que de possibilités, je te dis, soit d'aller vers les plus révolutionnaires, RP, je pense qu'ils sont les plus cohérents là-dessus, soit vers l'AFI, mais entre les deux, il n'y a rien, et on voit qu'ils se battent contre des trucs, voilà. Il y a le NPAC, là, le NPA révolutionnaire, c'est catastrophique au niveau de la propagande, c'est-à-dire faut qu'ils arrêtent d'avoir ce nom. NPA révolutionnaire, tu peux pas avoir, oui, nous on croit que c'est une tendance dans le NPA alors que c'en est plus une, prenez un nouveau nom, ou alors fusionnez avec un parti qui est proche, je crois qu'ils sont un peu proches de Hello, mais ils sont mieux que Hello sur les questions d'islamophobie ou des trucs comme ça. En fait, c'est un peu le problème, c'est que c'est plus proche de Hello que de RP, mais en même temps, ils sont un peu moins catastrophiques que Hello sur certaines questions, le NPAC, tu vois. Mais à ce moment-là, ils peuvent faire un autre groupuscule s'ils veulent, mais au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir arrêter les groupuscules, qu'il va falloir fusionner et qu'il va falloir régler les différents congrès. Et que c'est comme ça que le mouvement communiste avancera. On n'est plus à la situation justement de refonte doctrinaire, c'est-à-dire tout le monde était, comment dire, dans la période pré-moïsation, tout le monde était les yeux dans les phares, tu sais, de crise du PS, de la montée de l'extrême droite, et puis tout le monde était un peu déboussolé, quoi. Là, on voit que des lignes commencent à réémerger. Maintenant, l'idée, c'est comment on fait en sorte d'implanter des lignes de transformation radical, réformiste comme l'AFI, voilà, un bloc solide qui s'est bien constitué et qui est une force sociale aujourd'hui qu'il faut traiter à la hauteur. Et puis comment on fait en sorte d'avoir des blocs de masse encore plus révolutionnaires, justement pour pouvoir conquérir l'hégémonie, avec effectivement plusieurs pôles. Mais on n'est plus dans des batailles de doctrine comme on peut avoir à l'époque, quoi. Et donc, bah oui, la moïsation. Et là, bah, on voit que Poutou, il fait le chemin vers l'AFI. Ce qui est plutôt un chemin normal, je te dis, avec l'âge, etc. Mais tu as raison, je pense qu'il y a une désynchronisation parce que jamais la période n'a été autant révolutionnaire, je pense. Jamais le sujet révolutionnaire, comme tu le disais, jeune, racisé, féminisé, etc., n'a été aussi chaud, en demande d'organisation, en demande de masse, etc. Donc oui, il y a un effet de désynchronisation. Et il y a même un effet de désynchronisation matérialiste. C'est très intéressant. L'ersatz d'émancipation dont on parlait tout à l'heure par la petite bourgeoisie, l'auto-entreprise, la boutiquerie, etc., c'est aussi une possibilité qu'offrait le néolibéralisme ascendant et avec de la croissance. C'est quand il y a de la croissance que le consortium industriel peut redistribuer à de la sous-traitance, voilà, etc. Maintenant que le néolibéralisme est en crise de croissance, l'auto-entrepreneuriat, la petite bourgeoisie, ça commence déjà à taper dessus, etc. Vous allez voir, il y aura de moins en moins de place, moins en moins de capacité à avoir sa petite boutique, etc. parce que le mode de production est en crise. Donc c'est une double désynchronisation. La petite bourgeoisie, dans les périodes de crise, est celle qui est la plus pressurée, parce que les noisettes existent en politique, hein, mais les noisettes existent surtout dans les forces sociales et dans la lutte des classes. Maintenant que le mode de production est en crise, les deux forces qui doivent gouverner la société, c'est soit encore la bourgeoisie, soit encore le salariat. Et entre les deux, il n'y a plus d'espace. Et vous allez le voir, les prêts, les locations, les bails locatifs, les prix, tout ça font que monter une boutique va être de plus en plus impossible et l'accumulation du capital va faire en sorte que des grands, des Starbucks, des McDo, machin, vont racheter toutes les petites boutiques dans les centres-villes. C'est une double désynchronisation qui est, à mon sens, tragique. Voilà. Et c'est intéressant parce que dans le petit short, là, il dit oui, bon, faut élire parce qu'il y a l'extrême droite en face et tout, et puis, bon, faudra aussi lutter, tu vois. Et quelle possibilité de lutte tu as quand tu as une petite boutique? Ça, c'est un vrai truc. Ça, c'est les Nicolas, on dit les Nicolas ne seront pas là le 10 septembre. Je veux dire, quand tu as une petite boutique, est-ce que tu peux vraiment te permettre de faire grève? C'est toi qui payes directement la grève. Quand tu es ouvrier, alors c'est toi qui payes la grève par ton salaire, mais tu sais que derrière tout ça, ton bourgeois, il paye d'autant plus la grève parce que tu ne lui permets plus de t'exploiter. Donc peut-être que tu perds des jours de grève, mais tu peux espérer gagner quelque chose.
Quand t'es un petit bourgeois, que t'as un restaurant, que t'as une librairie ou je sais pas trop quoi, ça sert à rien de faire grève parce que tu peux faire grève aussi longtemps que tu veux. Les gens, les livres, ils vont aller les acheter sur Amazon et puis toi, tu vas juste perdre de l'argent et jamais tu feras augmenter ton salaire ou je sais pas trop quoi. Et donc là, tu deviens malheureusement dans quelque chose où les luttes sociales se font contre toi presque, tu vois. Les luttes sociales se font au moins dans ton dos, voire contre toi. Mais tu me fais une passe D parce que du coup, c'est là où on voit que la lutte devient une activité culturelle. Ça devient une activité culturelle, une identité. C'est ce que je disais avec les gars qui achètent des livres, qui les lisent pas. Et avec effectivement tout le truc culturel. Chris a lu tous les livres que les science-pistes achètent et lisent pas. Hein. C'est ça. Bah, alors, petit aparté, mais je sais que je suis pas un bourdieusien, etc. Mais je vous raconte un passage qui m'a marqué chez Bourdieu, c'est quand il parle des gens qui sont autodidactes. Et il se moque un peu des autodidactes, même s'il l'est aussi un peu, Bourdieu, par certains aspects, en disant, mais en fait, les autodidactes, ils sont marrants dans le champ de la culture, parce qu'ils prennent ça très au sérieux. Il dit, ils lisent vraiment les livres, ils regardent vraiment les œuvres, parce qu'ils pensent que c'est un truc vraiment sérieux, et qu'il faut le faire, etc. Ils comprennent pas que c'est un jeu de palabres dans les milieux bourgeois, etc. Tu vois moi, j'étais comme ça, tu vois. Putain, il y a un livre dont on parle, je vais le lire. Et en fait, tu comprends qu'en fait... ça ne sert pas vraiment à grand chose de l'avoir lu, tu vois. Juste si tu arrives à le placer en soirée, ça passe, quoi, tu vois. Donc, bref. Mais tu vois, tout ça, ça devient une activité culturelle. Et là, il va au centre du truc de l'activité culturelle. Et là, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il reprend une librairie. Alors, il aurait pu reprendre un PMU, ça aurait passé, mais s'il avait repris une boutique de fringues ou un Starbucks, tu vois ce que je veux dire ? Tout le monde lui serait tombé dessus. Et c'est là où on voit que l'effet de la marchandise a encore un effet sur les gens. Ouais, mais là, c'est du livre. C'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire ? C'est, tu vois, le symbolisme de la marchandise du livre, qui est une marchandise, je vous le dis clairement, dégueulasse. La marchandise du livre... Chris est anti-libraire, hein, c'est un ultra. Non, mais attends, je suis même... Non, j'ai même pas parlé des libraires. Attends, je commence juste. Le marchandise du livre, c'est une marchandise dégueulasse. Parce que les éditeurs surfabriquent du livre. Une masse énorme de livres finissent au pilon. Ça veut dire qu'ils font de la circulation, ils font de la cavalerie. Ce qu'on appelle de la cavalerie, c'est qu'ils tournent dans les circuits de marchandises et à la fin, ils reviennent au point de départ pour être pilonnés. Donc, on bute des arbres, on utilise des traitants chimiques pour faire bouffer des éditeurs. Les centres de distribution Hachette, qui appartient à Bolloré, voilà. Les centres de distribution, même celui de Gallimard, etc., sont ceux où il y a le plus de violence, que c'est des centres logistiques où vous travaillez à l'oreillette. Moi, j'ai vécu, vous faites du chariot, vous travaillez à l'ORA, vous faites de la pas de commande avec les salaires les plus minables. Enfin, tout le marché du livre est dégueulasse. Et derrière, en fait, pour des gens de gauche, hop, la petite boutique, les étagères en pain, tout ça est masqué. Et là, tu vois, là, on est dans Marx, hein. Le laboratoire secret de la production. Personne ne veut voir comment c'est l'industrie du livre, etc. Mais c'est vraiment là où il y a le plus de violence. On est sur des réseaux logistiques, là où il y a le plus de violence, de salaire à la baisse, de massacre de l'environnement pour rien, avec une marchandise à la fin qui coûte très, 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 très cher à cause de la loi Jacques Lang sur le prix unique du livre, donc qui est non démocratique. Je vous rappelle, un livre, ça vaut 20 balles. Un poche, ça vaut 10 balles, mais vous vous rendez compte de ce que c'est ? Avec un SMIC, vous pouvez avoir que 100 livres. C'est très très cher, les livres. Donc c'est un truc en plus qui est pas démocratique, qui a soi-disant le prix unique du livre. Alors en fait, je vous le dis juste, le prix unique du livre fait juste que c'est réservé à une élite, parce que normalement, le livre, et là, je vais pas faire... mais en tant que marxiste, en tant qu'analyse, si demain il était soumis au prix du marché, il serait beaucoup moins cher. Voilà. Moi, je dis acheter des livres d'occasion, faites ça, hein, voilà. Ou alors essayer de voir des gens qui essayent d'avoir d'autres réseaux de distribution, production. Je sais que notre camarade et amie Marina essaye de faire ça aux éditions sociales, mais c'est très compliqué parce que c'est vraiment des très grosses succursales. Donc voilà, c'est un laboratoire secret dégueulasse, mais ça paraît bien. Et puis moi, mon petit conseiller, etc., mon petit libraire, il m'a conseillé que... Mais tu vois, même cette idée-là, ouais, les libraires, faut les sauver. Les autres petites marchandises, c'est vrai, mais les libraires, faut les sauver parce que machin, il me fait des conseils. Mais dans un monde communiste, c'est tous vos collègues qui travailleraient genre 3 jours de moins par semaine, qui auraient le temps de lire et qui auraient le temps de vous conseiller. D'où vous trouvez ça normal d'avoir un boutiquier qui lit à votre place des livres et qui écrit sur des petits post-it là dans la boutique son avis. Moi, je trouve ça nul de A à Z. Moi, de toute façon, mon but, c'est accélérationniste sur ce sujet. Proposition de loi, voilà. Pour moi, tu vois, Amazon, ça c'est intéressant.
je finis là-dessus, sur les libraires. Il y a un pourcentage, tu vois, dans le prix unique du livre Jacques Lang, qui doit revenir aux libraires. Donc, ça veut dire que, je sais plus si c'est 20% ou 30%, tu vois, qui revient aux libraires dans le prix du livre. Voilà. Pour qu'ils payent des loyers à des bailleurs, hein. Je rappelle ça. Hein. Parce que les libraires, vous avez vu, ils sont jamais en campagne, là où les loyers sont pas chers, dans les zones rurales, enfin, tu vois, excentrées. Ils sont dans les centres-villes où il y a les loyers les plus chers parce qu'il y a que des bourgeois qui achètent des livres neufs, enfin, tu vois, en masse, quoi. Voilà. Donc, ces 20-30%, Amazon, comme il est obligé de vendre le prix au prix unique du livre, tu vois, il les encaisse. Alors que Amazon, il n'est pas libraire. T'es d'accord, il n'est pas libraire, Amazon. Ouais. Voilà. Amazon encaisse le truc du prix unique du livre. Et oui, il encaisse en tant que libraire. Il est considéré comme un libraire, tu vois. Donc si tu as 20% pour le libraire, eh ben c'est 20% de marge qui va directement dans les... Alors moi, j'ai une solution. On sort de cette loi unique bête et on oblige Amazon à reverser 20% du prix du livre à la collectivité. Tu vois, c'est-à-dire que tous les livres vendus sur Amazon doivent être amputés de cette quote-part du libraire. Voilà. Comme ça, les livres seront 20% moins chers sur Amazon. Et on verra les gens qui aiment bien les libraires. Voilà. S'ils les aiment bien parce que c'est le même prix qu'Amazon, et donc ça leur coûte rien d'aller chez le libraire plutôt que d'aller sur Amazon, ou s'ils les aiment bien et qui sont prêts à payer 20% plus cher pour avoir le petit post-it qui dit son avis, tu vois. Voilà, donc moi j'ai dit, voilà, faisons une loi pour baiser Amazon et que par ricochet ça baise les libraires. Exactement. C'est exactement ça, et que ça démasque les petits bourgeois culturels pour voir s'ils sont vraiment prêts à payer 20% leurs livres plus cher pour pouvoir faire survivre des petits bourgeois libraires. Voilà, moi je dis ça, moi je suis pour la démocratisation du livre, là j'exagère, c'est ça l'histoire du mouvement ouvrier, les bibliothèques municipales ouvertes, en continuité, la baisse du temps de travail pour qu'on ait le temps de lire, les bibliothèques communales, les médiathèques, etc. Ça c'est le truc communiste. Le livre est une œuvre complète, totale, qui doit être accessible tout le temps. Comme Internet, c'est pas normal que vous puissiez taper des trucs dans le chat GPT et que ça vous coûte rien à part votre abonnement et que vous deviez vous faire chier pour pouvoir lire des livres. Donc voilà, mort aux libraires. Reprenons 20% du capital d'Amazon sur les livres, et avec ces 20% là, voilà, je finis ma proposition. Avec ces 20% qu'on va prendre sur tous les livres vendus à Amazon, on ouvre des bibliothèques et on paye les gens qui tiennent les bibliothèques municipales bien mieux, plus longtemps, 7 jours sur 7, pour que tout le monde puisse avoir accès à la lecture gratuit et en permanent. Mais en plus de ça, tu sais, ça crée un problème, cette course au fait que le livre ce soit un marché et tout, parce que si c'était un service public, par exemple, on aurait des éditeurs publics, on pourrait décider démocratiquement de ce qu'ils traduisent, de ce qu'ils font et tout, parce que c'est ce qu'expliquait Marina dans la vidéo sur ma chaîne principale, où Marina Garissi explique comment marchent les éditions sociales, c'est que la traduction de n'importe quel bouquin de marque, ça te coûte 50 000 €. Et tu sais que tu vas en vendre 200 ou 300, et en même temps, les gens, ils lisent pas forcément ce truc-là, ou alors ils le lisent, mais quand ils veulent le lire, c'est plus sur le marché parce qu'en fait, ils en ont pas produit assez et tout. Si on avait un pôle public, on aurait des fonctionnaires traducteurs du livre, philosophes, machin. On leur dirait, ben voilà, là, en ce moment, ce serait bien que vous traduisez, je sais pas trop quoi, parce que on l'a décidé, et qu'on va faire un cycle à la fac sur le Capital livre 2, ou je sais pas trop quoi. Vous le traduisez. Vous êtes payé en tant que fonctionnaire, on en produit le nombre qu'il faut pour envoyer dans 500 bibliothèques en France, et puis basta, quoi. Enfin, il n'y a pas forcément besoin de faire du Capital livre 2 une marchandise, en fait. Et le problème, c'est que quand Marina et les éditions sociales font le Capital livre 2, pendant ce temps-là, tu as des gens qui font des livres de merde à 10 balles, qui vendent en masse, et en fait, qui se font beaucoup plus de thunes, tu vois. C'est ça. Et donc, c'est contre même l'activité des gens qui sont vraiment des travailleurs du livre, qui sont les éditeurs, qui sont les traducteurs, qui sont les écrivains et tout ça. Et c'est pour ça que quand tu attaques les libraires, les gens vont penser que tu attaques tout ce qui est... que c'est parce que t'aimes pas la littérature, que c'est parce que t'es un marxiste froid, dogmatique. Je sais qu'on va dire ça. On va dire t'aimes pas la littérature, machin, parce que pour toi c'est de la merde, parce que pour toi il y a que l'économie. C'est ce que les gens vont dire. C'est pas du tout ça. Justement, si vous aimez la littérature, les écrivains, les éditeurs et tout ça, vous devriez être contre ce modèle de merde qui pousse juste en fait à faire en sorte que les gens soient en concurrence entre eux pour vendre des livres qui la moitié vont être broyés parce qu'ils seront pas vendus et qui seront juste mis sur un présentoir non vendu puis broyés, et puis que vous enrichissiez Amazon en plus avec cette espèce de système à la con, quoi. Enfin, c'est ridicule. C'est ça. En plus, je te dis, c'est cher, donc c'est non démocratique, c'est un gaspillage sans nom, c'est ultra exploitateur, parce que tu dis, on voit
Voilà, mais l'exploitation derrière, je te dis, c'est chez Hachette ou chez Sodis. Sodis, c'est la plateforme de distribution de Gallimard. C'est d'une violence sans nom. C'est vraiment les travailleurs les plus exploités. Enfin, tout ça, c'est le laboratoire de la marchandise. Tout ça pour que ce soit à la fin une marchandise chère, inaccessible. Et comme tu dis, comme c'est une marchandise chère et inaccessible, c'est une marchandise de... Bah là, on va faire du Bourdieu. De distinction culturelle. Et je le dis avec ma bibliothèque derrière. Moi, tu vois, j'ai aussi grandi dans ce truc-là, tu sais, de pas avoir de livres à la maison et maintenant de les mettre dans des bibliothèques, tu vois. Enfin, voilà. Alors, tu dis ça. Chez toi, il y a des livres partout dans les tiroirs et tout. T'en as 1000 fois trop et tout. Ta meuf rage tout le temps en disant que. C'est vrai. L'autre jour, je lui ai ramené des livres, sa meuf, elle soufflait à moitié. Non, mais c'est ça. Et je te dis, en plus, moi, comme j'en avais pas dans mon milieu. Tu vois, c'est un espèce de truc que peut-être je compense aujourd'hui, tu vois. J'achète 90% des livres d'occasion, voilà, enfin bon, bref. Mais, tu vois, le fait de ça, c'est devenu un truc... Non, ça devrait être normal d'avoir des livres, de se les passer, de les prêter, de les balancer, voilà, et d'aller à la bibliothèque. L'accès aux livres par la bibliothèque municipale et communale, c'est un vrai... Et par le parti, par exemple, le Parti communiste, c'était un vrai truc d'éducation populaire, c'était fondamental. Et donc, le fait que le livre, comme tu dis, soit une marchandise chère qui fabrique du bénéfice pour les pires compagnies, Sodis, Hachette, etc., Amazon, voilà. Non, moi je te dis, tout ça est masqué, et à gauche, on ne le voit pas, par le libraire, ce serait le boutiquier sympa, le boutiquier de gauche, quoi. Voilà, bah non, tout ça, c'est la même chose. Ne soyez pas aveuglés par le fétichisme de la marchandise. Tout ça, c'est un rapport de production derrière. Et effectivement, on préférerait que notre ami Poutou et puis partir à la retraite bien plus tôt, à 55 ans, parce qu'il en a chié chez Continental, et qu'il soit, s'il a envie d'avoir une activité sociale aujourd'hui, bibliothécaire ou dans une médiathèque, voilà, ce serait plus intéressant que qu'il devienne boutiquier du livre. Voilà, donc moi, ma taxe Amazon, là, c'est ça. Voilà. Amazon doit vendre ses prix amputés du pourcentage pour les libraires. Voilà, comme ça, les prix seront 20-30% moins chers sur Amazon. On verra les tartuffes qui nous font croire qu'ils adorent les libraires, s'ils sont prêts à payer plus cher pour sauver leur libraire et puis ces post-it de conseils. Et puis tout ce qu'on prendra à Amazon, on fabriquera des bibliothèques municipales gratuites, permanentes pour tout le monde. Voilà. Ouais. Et bien sur ce, dites-nous si ça vous convient ou si vous pleurez la fin des bibliothécaires à cause de Chris. Là, j'annonce un taux de moins de 90% de likes positifs sur cette capsule. C'est possible, ouais. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne Pas du PADU, à la chaîne de Zoé, Dr-Zoé-YT. Allez sur Position Revue sur le site internet, sur Insta, sur TikTok, sur nos Twitter et tout ça. Et puis n'hésitez pas aussi à donner sur le Tipeee pour nous aider. Et sur ce, on vous dit à plus.